peux me permettre, vous, alors là aussi, sur ce que vous avez ou observé ou pas, d'ailleurs, parce que comme aurait dit Marchais, qui était montant, mais vous voulez, je pose des questions, mais vous avez absolument le droit de répondre à autre chose. Oui. Moi, ça fait 30 ans. Des avocats, je dirais ça. Oui, oui. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ces sujets. Bon. Et je vais quand même tenir un propos un peu optimiste, parce que c'est vrai que depuis une trentaine d'années quand même, je trouve qu'il y a quand même une amélioration. On en parlait effectivement tout à l'heure, la santé physique et mentale est maintenant au cœur de la vie professionnelle. Auparavant, on parlait d'emploi, mais la santé au travail était souvent sous-traitée à un préventeur, mais ce n'était pas complètement un vrai sujet. Depuis maintenant un certain nombre d'années, il y a quand même eu des problèmes. Les problèmes sur lesquels on bute, déjà, vous l'avez dit, c'est l'effectivité de la prévention. L'effectivité et l'efficacité de la prévention. Dans les entreprises les plus sophistiquées, on a des règles, on a des préventeurs très compétents, mais est-ce que pour autant, sur le terrain, les règles sont effectivement appliquées? Est-ce que la prévention prévue est efficace? C'est une autre paire de manches. Et puis, on a plein de problèmes, qui sont d'ailleurs en train d'être pris en compte par la jurisprudence. Pendant des années, dans les entreprises, on s'intéressait finalement à ses propres salariés. Ses propres salariés. Il y avait les gars de chez nous, et les gars pas de chez nous, qui avaient des employeurs. C'était le problème de leurs employeurs, notamment des fameux sous-traitants, de gérer ces sujets-là. Aujourd'hui, on a pris conscience, d'ailleurs la Cour de cassation s'est chargée de le rappeler, que l'obligation de sécurité concerne les travailleurs. Et là, on commence à rentrer dans notre sujet. Les travailleurs, c'est qui? Salariés temporaires, stagiaires, et tous les gens qui travaillent à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. Et là, notamment, les sous-traitants. Et énormément d'accidents qu'on traite tous les jours ressortent d'un défaut de gestion de la coactivité. Les plans de prévention, les protocoles de chargement et de déchargement, tout ça est à l'origine d'une multitude d'accidents. Les plans de prévention sont rarement précédés, comme nous l'exige, par une inspection préalable commune. L'inspection préalable commune, elle n'est pas destinée à faire le devis, elle est là pour évaluer les risques liés à l'interférence des activités. Donc on a ce gros problème de gestion de la coactivité. Énormément d'activités aujourd'hui se déroulent en situation de coactivité précisément. Bon. Et puis on a parlé du document unique. Bon. Il faut être sérieux, le document unique. Il souffre, à mon avis, de deux pathologies. Je plaisante un peu, l'obésité ou l'anorexie. Les documents uniques obèses, plus personne ne lit rien aujourd'hui. Je dis sous forme de provocation, il faut être un pervers pour lire un document unique tel qu'il existe dans certaines entreprises. Bon, tout ça n'est pas très sérieux. Quant à l'anorexie, les gens qui achètent un document unique 99,99 € sur Internet, bon, tout ça, alors par contre, ce que je trouve très positif, mais c'est le fameux PAPRIPACT. Je trouve plutôt pas mal, puisque PAPRIPACT, c'est le programme d'action annuel. On va lister quelques opérations, on ne va pas s'engager sur tout, on va choisir des risques fondamentaux, on va les calibrer, on va les financer, et on va les traiter. Ça, c'est concret. Ça, c'est concret. Et le problème du document unique, c'est qu'on a un document unique, la moitié des entreprises n'en ont pas d'ailleurs, bon, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Alors ça rassure le préventeur, qui a la ceinture, les bretelles, le parachute, tout ce qu'il faut, mais tout ça n'est pas le pantalon élastique. Et le pantalon élastique, tout ça n'est pas fondamentalement opérationnel. Et puis c'est vrai que je lisais un petit peu les objectifs du ministère du Travail. Il faudrait qu'il y ait une réponse rapide, judiciaire rapide. Bon. Je vais vous donner un exemple. Hier, je plaidais dans la cour d'appel de Dijon. Un jeune de 25 ans, charpentier, tombe de 4,80 m, pas d'échafaudage évidemment, rien du tout. Il se fracasse la tête contre le pied d'un étai, donc il est mort. Figurez-vous que l'accident date de 2017. On a plaidé hier dans la cour d'appel en 2025. Vous imaginez la situation, la réponse en matière pénale, on savait qu'une réponse rapide est fondamentale. La réponse rapide, alors c'est pas automatiquement des sanctions, mais on en a parlé, des transactions avec l'inspection du travail, quelque chose d'extrêmement important. Et il y a d'ailleurs quelque chose que j'ai expérimenté à plusieurs reprises ces derniers temps. Je parle du tribunal de Bobigny, un substitut a mis en place un système, c'est qu'au terme de l'enquête menée par l'inspection du travail et les officiers de police judiciaire, il transmet aux parties, notamment les gens incriminés, le résultat de cette enquête et il leur dit ce qu'il a envie de faire. Voilà, l'enquête là, je vais poursuivre telle personne. Et il demande aux parties de s'exprimer. Et ce qui permet déjà de dégrossir le
dossier, et s'il y a des délégations de pouvoir, c'est le moment de le dire. Hein, et lorsque l'affaire sera évoquée dans le tribunal correctionnel ultérieurement, on va plus pouvoir botter en touche comme on le fait souvent, hein, en disant oui mais attention, on ne vous l'a pas dit, mais il y avait une personne titulaire d'une délégation de pouvoir. Tout ça fait perdre beaucoup de temps. Donc je crois qu'on peut dégrossir, si je puis dire, rendre plus efficace. Hein, la réponse pénale, il n'y a pas que ça. Hein. On pourrait en parler à perte de vue. Moi je vais vous dire un truc, je ne comprends pas que dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les universités, on n'impose pas aux futurs dirigeants un enseignement en matière de santé et de sécurité. Je ne parle pas d'une sensibilisation, je parle d'un trimestre noté, t'es nul en santé au travail, tu redoubles, dans lequel on apprendrait les bases de la responsabilité et les fondamentaux de la prévention. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'immensité des entreprises? On va sous-traiter, j'ai déjà dit, ce sujet-là à un préventeur. Alors oui, mais ça c'est facile, on délègue. Voilà. Alors, vous avez 30 secondes avant que ça soit franchement. Pardon, je suis désolé, mais je suis comme ça. Donc ça y est, 30 secondes. Ce que je veux dire aussi, et ça c'est que les préventeurs sont mieux et mieux formés. Hein. Il y a 20 ans, c'était des anciens, plutôt que de les virer, on les collait à la prévention. Maintenant, on a des jeunes, des formations qui sont formées à la santé physique et mentale d'ailleurs maintenant. Donc on a quand même des préventeurs de bien meilleure qualité qu'il y a encore une vingtaine d'années. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Il n'y a pas qu'une seule solution, il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut jouer, et à mon avis, on va continuer à améliorer la situation. Moi je suis quand même un optimiste. Ah bah ça a bougé, positivement. Voilà.